Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et donc bienvenue à ce magazine qui s'ouvre sur les états généraux de l'alimentation. Les attentes des acteurs régionaux sont partagées. Le Grenelle de l'alimentation, donc tant souhaité par Nicolas Hulot, s'est ouvert avant-hier. Ces assises, très attendues par les agriculteurs, vont durer plusieurs mois. Ces acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première du pays, dans le domaine des circuits courts, sont partagés. De même, dans ce magazine, nous parlerons de alimentation durable. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes ce matin avec Guilhem Soutou, qui est le directeur des programmes dans la fondation Daniel et Nina Carasso. Bonjour Guilhem. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Dites-nous, quand on parle d'alimentation durable, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors l'alimentation durable, finalement c'est simplement comment produire de la nourriture, la transformer, la distribuer, la manger, de manière à ce que ce soit sain pour la planète, tout en étant sain pour la santé, en respectant tous les travailleurs de la chaîne qui a produit cette alimentation. Aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut prétendre qu'on mange sain vraiment? Alors la France est un pays qui mange bien, globalement, même si évidemment tout est toujours perfectible, hein, mais quand on compare l'alimentation de la France à nos voisins européens, par exemple, ou à d'autres pays, on s'aperçoit que, de manière générale, la façon de produire de l'alimentation, alors elle est largement améliorable, mais on a connu des époques pires, on va dire, et le régime alimentaire est plus sain que chez nos voisins. On a quand même, malgré tout, hein, des problématiques alimentaires importantes, puisque on reste un pays très pollueur à travers la manière dont on produit la nourriture, l'agriculture, l'élevage, etc. Et on a un régime alimentaire qui quand même provoque beaucoup de maladies cardiovasculaires, on a des taux d'obésité qui augmentent, on est à peu près à 16% aujourd'hui. On est quand même très très loin du compte, mais on a pas mal d'atouts pour améliorer la situation. Très bien, Guilhem Soutou, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour développer tout cela. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et drapeau rouge donc pour les départs en vacances à Lyon ce samedi. Donc c'est une nouvelle journée de galère qui se profile pour les automobilistes qui désirent partir en vacances. Des bouchons sont annoncés sur l'A6 aux abords de Villefranche-sur-Saône de 9 h à midi. Au niveau de tunnel sous Fourvière et sur la rocade est de 7 h à 14 h sur l'A7 au sud de la capitale des Gaules. De 5 h à 16 h, le drapeau rouge donc a été hissé par Bison Futé. Rappelons pour partir sans rester coincé sur la route, il faudra donc privilégier la journée de dimanche. Dans le sens des retours aussi, cette journée de samedi s'annonce chargée. Les principales difficultés donc sont attendues au sud de Lyon jusqu'à 18 h. Dimanche, dont le trafic promet toutefois d'être également ralenti sur l'A7 de 10 h à 19 h. Je vais annoncer un titre dans les états généraux de l'alimentation. Donc, ont débuté avant-hier. Le Grenelle de l'alimentation, souhaité donc par Nicolas Hulot, s'est ouvert jeudi. Ces assises donc très attendues donc par les agriculteurs, vont durer plusieurs mois. Les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première du pays dans le domaine des circuits courts, sont partagés. Et il y a déjà quelques semaines donc, il y avait ici à Lyon, c'était une rencontre. Et cette rencontre donc rassemblait donc les responsables de la fondation Daniel et Nina Carasso. On parlait d'alimentation durable. Et ce matin, nous sommes avec donc Monsieur Guilhem Soutou, une fois de plus. Bonjour Guilhem. Oui, tout à fait.
Très bien. Vous êtes donc le responsable des programmes alimentation durable donc au sein de la Fondation Daniel Nina Carasso. Concrètement, vous nous disiez à l'entame que l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est? Un terme plus simple. Alors, concrètement, c'est comment manger de façon que ce soit bon pour ma santé et à la fois bon pour la planète. Bon pour ma santé et bon pour la planète. Qu'est-ce qui aujourd'hui est bon pour la planète? Parce qu'on a quand même l'impression que lorsque je mange, c'est bon pour la planète. Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on mange, en fonction de ce qu'on mange, on va produire ou on va induire la production de plus ou moins de CO2 et de polluants en général. On va induire des pollutions à travers par exemple des pesticides. On va induire plus ou moins de transport à travers l'origine des produits qu'on consomme. Donc à chaque fois qu'on consomme, c'est un geste qui a évidemment des conséquences environnementales importantes et assez importantes puisqu'aujourd'hui on sait que 70% de l'eau qui est consommée par l'homme de manière générale l'est pour produire de la nourriture. On sait qu'à peu près 35% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde est émis pour produire de la nourriture. On sait que ça correspond également à 90% des terres anthropisées par l'homme. Donc la nourriture, c'est probablement l'impact écologique le plus important parmi les différentes activités de l'homme. Et chaque jour, chaque fois qu'on mange quelque chose, évidemment, on a le choix de participer plus ou moins à tel système vertueux, à telle approche, à tel type de solution. Est-ce que nous pouvons prétendre qu'aujourd'hui, effectivement, on y est? Alors évidemment non, on n'y est pas du tout. Il est très difficile d'y être complètement. La proposition finalement, quand on parle d'alimentation durable, c'est pas d'avoir zéro émission, zéro impact sur l'environnement. C'est un objectif qui peut-être serait impossible. L'idée, c'est vraiment d'améliorer nos pratiques alimentaires, nos pratiques agricoles, de les améliorer. Il y a des marges de progression importantes qui existent, qui sont pas si compliquées. Et pour les améliorer, pour finalement diminuer cet impact environnemental qu'on a, sachant qu'on peut le faire tout en améliorant aussi notre santé, et faire en sorte que l'alimentation contribue vraiment à la bonne santé des mangeurs. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur la Fondation Daniel Nina Carasso, dont vous êtes l'un des responsables aujourd'hui. Dites-nous, concrètement, quelles sont vos missions? Alors, la Fondation Daniel Nina Carasso a été créée par une famille, et notamment par Marina Namias, la fille unique de Daniel Nina Carasso, pour rendre hommage au couple. Donc Daniel étant le fondateur de Danone en France et en Espagne. Et finalement, Marina a souhaité rendre hommage à ses parents en créant deux axes. Un premier axe dédié à l'alimentation et un autre à l'art, dont on aura peut-être l'occasion de discuter. Et sur l'alimentation, il s'agissait pour la Fondation, finalement, de proposer et de soutenir des projets. Le rôle de la Fondation, c'est vraiment de soutenir des projets, donc de les soutenir financièrement, qu'ils soient en France, en Espagne et un petit peu à l'international, et qui proposent des solutions, justement, pour améliorer notre alimentation. Alors, on va soutenir des projets de développement agricole, de développement de nouvelles techniques. On va soutenir des projets également, par exemple, de recyclage de déchets, de valorisation de déchets agricoles, par exemple. On peut soutenir des projets qui ont trait à l'organisation des circuits commerciaux, donc à la promotion des circuits courts notamment, mais pas uniquement, à la promotion de circuits équitables également. On peut soutenir également des projets qui s'attachent davantage à améliorer l'alimentation, notamment des personnes en situation de précarité, puisqu'elles sont les premières touchées par les problématiques de santé qui sont liées à une mauvaise alimentation. Guillaume, surtout parler des personnes en situation de précarité, et quand on parle de circuit court, on sait généralement que voilà, c'est pas les grandes surfaces, c'est pas là où on produit de manière industrielle, mais on sait aussi qu'il y a un coût derrière, mais c'est pas évident. Oui, effectivement, il y a un coût qui peut ne pas être absorbable par des populations en précarité, mais on a également des solutions qui proposent qui proposent des modes d'achat qui permettent de diminuer les coûts. Et je pense notamment à une association lyonnaise qui s'appelle VRAC. VRAC, qui a constitué des groupements d'achat dans des quartiers dits populaires. Groupements d'achat qui comprennent aujourd'hui environ 1 millier de personnes. Et ces personnes, finalement, se rassemblent en groupes de
100-150 personnes pour acheter quasiment en gros finalement des denrées alimentaires à des agriculteurs qui sont dans la périphérie lyonnaise et à des agriculteurs souvent en biologie, des agriculteurs qui fabriquent des produits de qualité. Et finalement, ça donne un accès beaucoup plus facile, beaucoup moins cher à ces produits-là, à des personnes qui ont peu de moyens et qui aujourd'hui, du coup, ont vraiment accès à une alimentation qui, si on passait par le circuit classique, serait effectivement réservée à des populations beaucoup plus aisées. J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que cela existe déjà, mais c'est pas assez répandu. Alors vous avez raison. Aujourd'hui, il y a des pistes de solutions. Là, j'ai cité VRAC, on pourra en citer d'autres, qui émergent en France dans plusieurs villes. Et le travail de la Fondation, c'est justement d'aider ces solutions à naître et se développer. Ensuite, de les analyser sous toutes les coutures, de peser leur plus-value, la manière dont elles fonctionnent, effectivement, si elles remplissent bien leurs objectifs. Et lorsque c'est le cas, de soutenir un essaimage pour faire en sorte que, demain, VRAC soit disponible non seulement à Lyon, mais peut-être à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille, etc. Quand on parle de soutien, excusez-moi Guillaume Soutou de vous couper, quand on parle de soutien, de manière concrète, comment se décline cela? Le premier soutien de la Fondation est un apport financier. Donc aujourd'hui, on soutient à peu près, si je prends de manière globale en France, en Espagne et pour l'ensemble de nos activités, on soutient à peu près 600 projets. Je pense que la moyenne de la subvention financière est d'environ 80 000 euros. Et donc on a soutenu comme ça 600 projets à une hauteur globale de 50 millions d'euros depuis 5 ans. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le soutien le plus important. Et ensuite, on développe également d'autres soutiens. Donc on va développer de l'accompagnement pour les associations ou les porteurs de projets. Donc par exemple, un organisme qui reçoit une subvention de la Fondation Carasso peut également recevoir un accompagnement, par exemple, sur la refonte d'un site internet, ou par exemple sur l'organisation d'un service RH, etc., en fonction des fragilités qu'on aura pu éventuellement percevoir chez eux. Alors, parlant de soutien, quels sont les critères qui concourent en fait au choix d'une structure et non d'une autre? Alors, les projets sont effectivement évalués sur des critères assez discriminants, on va dire, par des comités d'experts. Alors, dans ces critères, il y a évidemment la pertinence de la solution. Nous souhaitons développer avec nos partenaires des projets qui ont un impact le plus important possible sur le terrain. Parfois en passant par des solutions variées, parfois simples, parfois compliquées. Et le deuxième critère, c'est que on souhaite toujours que l'enjeu santé, la santé des mangeurs, et l'enjeu de l'environnement, de l'impact de l'alimentation sur la planète, soient mis en cohérence, soient conciliés au sein d'un même projet. On ne voudrait pas, par exemple, demain soutenir un projet, par exemple, de production agroécologique qui, par ailleurs, produit des denrées alimentaires mauvaises pour la santé. Ce serait pas du tout pour nous, ce serait totalement impossible. Donc on est là sur les principaux critères. Ensuite, on attend évidemment de nos projets qui soutiennent l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne soutient jamais d'activités qui seraient lucratives ou qui permettent, par exemple, à un petit groupe de s'enrichir. On est vraiment sur le champ de l'intérêt général, donc on travaille essentiellement en open source. Toutes les solutions qui sont développées par nos partenaires sont diffusées gratuitement. Nous, on essaie également de participer à cette diffusion à travers des événements, à travers également des partenariats médias, etc. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Nous allons prendre ces quelques brèves et nous allons retrouver notre invité dans quelques instants. Nous restons en politique où le maire du 9e arrondissement de Lyon a été élu hier vendredi. Élu député du Rhône, Hubert Julien Laferrière doit quitter dans son siège de maire du 9e arrondissement de Lyon. Ce vendredi donc doit être élu dans le successeur d'Hubert Julien Laferrière à la mairie du 9e arrondissement. Le candidat choisi et porté par Gérard Collomb se nomme Bernard Bochard. Il est actuellement 6e adjoint d'Hubert Julien Laferrière en charge de l'urbanisme, mais aussi président de la SACVEL. Après
Après avoir été élu et loué donc par ses pairs, Georges Kepenekian a soumis au vote la liste de ses adjoints. Le nouveau maire de Lyon a souhaité donc s'entourer de 21 adjoints, le maximum autorisé par la loi. Comme dicté donc par Gérard Collomb, c'est Richard Broum, chargé des finances, qui a été désigné premier adjoint. Les adjoints donc dans l'ordre dont sont les suivants: Richard Broum, Karine Dognan-Sauzé, Jean-Yves Sécheresse, Zora Aitmaten, Guy Corazol, Nicole Gay, Loïc Grabert, Fouzia Bouzerda, Alain Giordano, Anne-Sophie Condémine, Gérard Kless, Blandine Reynaud, Jean-Dominique Durand, Françoise Rivoire, Michel Faou, Thérèse Rabatel, Yann Cucheret, Dounia Besson, Franck Lévy, Sandrine Fry, Jérôme Maleski. Parlant toujours de pollution, dont hier vendredi, le conseil du Citral a voté l'adoption d'un ticket TCL valable 24 heures pour 3 € lors des pics de pollution. Pour inciter donc les Lyonnais à emprunter les transports en commun, lors des pics de pollution, le Citral a voté hier vendredi donc un tarif spécial, un ticket valable 24 heures dont a été adopté au prix de 3 €, un tarif intéressant comparé aux 5,60 € traditionnels pour un ticket de 24 heures. Une démarche néanmoins insuffisante pour le groupe UDI qui aurait apprécié que ce ticket soit également proposé à 2 € en tarif réduit pour les étudiants, les familles nombreuses ou les scolaires. Les abonnés, eux, ne bénéficieront d'aucun remboursement. La délibération a été votée à l'unanimité. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Nous allons retrouver donc notre invité de ce matin. Il s'agit de M. Guilhem Soutou. Une fois de plus, bonjour Guilhem Soutou d'avoir accepté notre invitation. Rebonjour, et avec plaisir. Dites-nous, tout à l'heure vous nous parlez des missions de la Fondation Daniel Lina Carasso. Est-ce que vous pensez que les exigences, les critères d'une alimentation durable peuvent être respectés par ceux qui n'ont pas de grands revenus? Alors, on va dire que parvenir à une alimentation durable, c'est-à-dire qui n'émettrait aucune pollution, etc., est évidemment impossible. Il y a toujours un impact. Mais par contre, chacun, que la personne d'ailleurs soit, quelle que soit la situation de la personne, chacun a en général beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on peut par exemple, dès qu'on parle d'empreinte environnementale, une des marges de manœuvre principales, elle est connue, c'est la consommation de viande qui est globalement plutôt excessive en France. Bon, même si elle diminue depuis plusieurs décennies, mais la diminution de la consommation de viande et puis l'introduction, peut-être plus de légumineuses, de légumes secs dans le régime alimentaire, ça va avoir un impact important et très facile sur l'environnement. Et d'ailleurs sur la santé, puisque la surconsommation de viande aujourd'hui est aussi montrée du doigt par le corps médical qui lui attribue un effet sur la santé en termes de maladies cardiovasculaires, de diabète notamment. C'est vrai qu'il y a toutes ces maladies, mais il y a le frein au niveau des revenus. Ça, c'est pas évident aujourd'hui. On veut bien manger sain, on veut bien rester en bonne santé, on veut bien préserver l'environnement. Il y a le frein des revenus, mais il y a aussi l'accès même à ces denrées-là. Alors effectivement, aujourd'hui on vit malheureusement dans un marché alimentaire, dans un marché économique qui ne prend en compte que certains coûts et pas d'autres. Je m'explique. Aujourd'hui, effectivement, l'agriculture, par exemple, biologique est plus chère. Globalement, l'alimentation biologique est plus chère qu'une alimentation dite conventionnelle parce que il y a peut-être plus de main-d'œuvre, plus de travail à effectuer pour la produire. Par ailleurs, l'agriculture conventionnelle et l'alimentation conventionnelle engendrent des coûts. Par exemple, lorsqu'on pollue des nappes phréatiques, il faut traiter les eaux. Par exemple, quand on pollue les sols, il faut ensuite les restaurer. Quand, par exemple, on génère des problèmes de santé, ça génère derrière des coûts pour soi, des coûts pour la société, etc. Et ces coûts-là ne sont pas pris en compte. Donc, malheureusement, aujourd'hui, le prix de l'alimentation n'est pas le prix réel. Et ça avantage très nettement l'alimentation conventionnelle. Donc, oui, ça reste difficile. Et tant que le prix ne reflètera pas une réalité globale, ça restera malheureusement difficile, mais possible, grâce justement à des
initiatives citoyennes qu'on voit tous les jours. Je citais VRAC, je pourrais citer bien d'autres initiatives. Je pense par exemple à il y a des réseaux aujourd'hui d'épiceries ou de points de distribution qui essaient de rendre cette alimentation plus accessible. Vous participez aux états généraux de l'alimentation, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Quel sera votre apport? Étant donné que vous avez une expérience de terrain, votre fondation a un contact direct avec les acteurs de terrain régulièrement. Quel va être votre apport dans cette réflexion? Alors nous, notre rapport dans la réflexion des états généraux, c'est d'illustrer le champ des possibles aujourd'hui en France, le champ des possibles sur toutes ces thématiques. La Fondation peut illustrer le fait que oui, on peut rendre accessible une alimentation de qualité à des personnes en précarité, que oui, on peut produire en agroécologie, quelle que soit la denrée alimentaire, et avec efficacité et avec un modèle économique qui est rentable pour l'agriculteur, que oui, on peut imaginer des chaînes de production, de transformation, de distribution qui soient équitables, qui soient moins impactantes pour l'environnement, qui soient respectueuses des travailleurs, etc. Donc nous, on a tous ces projets qu'on peut montrer. On peut montrer leur efficacité, on peut prouver qu'ils marchent. Et par là, finalement, on peut exercer une pression indirecte auprès de tous les acteurs pour qu'ils élaborent ensemble des objectifs qui soient ambitieux à la hauteur de ces possibilités. Je vous prends au mot, vous parlez d'exercer une pression indirecte. La question qui allait suivre, c'est de savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour vous faire entendre. Alors, nous, on dispose essentiellement les moyens pour se faire entendre, ils sont multiples. Évidemment, on a notre présence directe. On vient dans ces états généraux, dans les réunions, les ateliers qui sont organisés, en amenant avec nous tous ces exemples, toutes ces illustrations. On les a publiés, on va les publier donc et les rendre directement accessibles à toutes les personnes concernées. Et ensuite, on soutient également des associations et la société civile de manière générale pour qu'elles puissent également s'organiser et venir en ordre de marche à ces états généraux en étant préparés et en étant à même de justifier les postures et d'exiger des objectifs ambitieux sur tous ces plans. Vous parlez tout à l'heure en fait du travail que vous faites avec les associations. Aujourd'hui en France, combien de structures associatives avec lesquelles vous travaillez approximativement? Alors sur le domaine alimentaire en France, on a soutenu depuis 2011 environ 200 projets, 200 organisations. Et on va dire qu'une cinquantaine de projets sont terminés aujourd'hui. Et il y en a encore 150 qui sont en cours et qui se développent dans l'ensemble des régions françaises. Tout à l'heure, vous parlez de l'aide que vous apportez. Et la question que je l'ai posée, je n'ai pas vraiment eu la réponse. J'insiste un tout petit peu. Quels sont les critères qui concourent au choix d'une structure? Alors, le premier critère, c'est de travailler pour l'intérêt général. Ça, c'est le premier critère. Donc, évidemment, dans l'alimentation durable, on l'a déjà dit, mais pour l'intérêt général, d'avoir un impact important sur le thème qui est traité. Donc, le thème, ça peut être, par exemple, la pêche durable. On a des thèmes, on a plusieurs thèmes qu'on explore. On explore l'agroécologie, on soutient également des projets sur tout ce qui est... Même surtout, excusez-moi de vous couper, vous parlez d'un impact important. Ça veut dire quoi, concrètement? Pardon? Dites que parmi les critères de sélection qui concourent au choix, vous parlez qu'il faudrait que la structure que vous sélectionnez puisse avoir un impact important. Oui, c'est-à-dire que c'est une espèce de rapport coût-efficacité. Hein. Si on parle de rendre accessible une alimentation à des personnes en précarité, on va observer, par exemple, on va voir à quel niveau d'accessibilité on est. Si, par exemple, une association propose une solution, alors par exemple, je vous donne un autre exemple, une coopérative de consommateurs qui veut mettre en place un système pour faire payer ses adhérents en fonction de leurs revenus. On va voir justement une personne à bas revenu, est-ce qu'effectivement il y a une baisse de prix, de combien cette baisse de prix par rapport au prix initial, etc. Et si on estime que cette baisse de prix effectivement rend l'alimentation accessible, c'est un projet qui devient intéressant pour nous et on va pouvoir comparer des projets qui partagent le même objectif. Voilà. Est-ce que le projet a un modèle économique viable également, puisque la Fondation n'a pas vocation à soutenir des projets sur le très long terme. On n'est pas là pour soutenir sous perfusion, on va dire, des projets, mais on est plutôt là pour lancer des initiatives qui demain doivent
bien marcher par elles-mêmes et doivent pouvoir à la fois se pérenniser et à la fois essaimer. Une initiative isolée peut être intéressante, mais une initiative qui est capable de se reproduire ailleurs et de se répliquer est beaucoup plus intéressante pour nous. Donc, capacité d'essaimage, c'est également un critère important. Et puis ensuite, il y a, on va dire, le professionnalisme de l'organisation, qui connaît plus ou moins ces sujets, qui est plus ou moins pertinent, qui est plus ou moins connecté à des partenaires sur son territoire qui travaillent également sur la problématique de l'eau. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces enjeux qu'on pèse de manière collégiale avec des experts qui soient de terrain ou de la recherche ou du monde plutôt institution publique. Et ensemble, on évalue ces projets pour que la Fondation se fasse les choix les plus judicieux possibles pour faire avancer la cause. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Retour dans tout ce studio, la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Nous allons prendre ces quelques brèves et nous allons retrouver notre invité dans quelques instants. Un trafic de stupéfiants donc a été démantelé dans le quartier des Menguettes à Vénissieux. C'est au pied d'une tour du boulevard Lénine que le trafic avait donc lieu après une enquête qui a permis d'identifier les protagonistes de ce trafic. 7 personnes ont été interpellées. Lors de des perquisitions, donc 18 kg de résine de cannabis, 600 grammes d'herbe, 37 grammes de cocaïne ainsi qu'un fusils à pompe ont été découverts. Le chef supposé de ce trafic, un Vénitien âgé de 22 ans, a été écroué. Il était déjà connu des services de police. 2 vendeurs seront donc prochainement convoqués devant la police. Un autre trafic de drogue démantelé, l'affaire avait débuté le 7 juin après une plainte d'un comité de riverains concernant un trafic de stupéfiants qui se déroulait dans le quartier Grand Clémence et à Villeurbanne. Une enquête avait alors été ouverte et elle a donc mené à l'interpellation de 3 individus le 10 juillet dernier ainsi qu'à une perquisition. 7 kilos de drogue, 2 balances et de l'argent liquide avaient été saisis. Lundi dernier, donc, en comparution immédiate, les 3 individus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison, sans mandat de dépôt et 18 mois, dont 8 avec sursis et un maintien en détention. Et c'est une péniche d'accueil des SDF qui a été partiellement détruite par un incendie à Lyon. L'incendie dont s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dernier sur une péniche sur le quai Gaëton dans le 2e arrondissement de Lyon. L'embarcation, la propriété de l'association Péniche Accueil, servait de lieu pour venir en aide aux SDF. Victime d'un incendie dans la nuit de mardi à mercredi, la péniche est partiellement détruite, heureusement. Aucun blessé n'est à déplorer d'après les premiers éléments de l'enquête. Le sinistre serait d'origine accidentelle. Une plainte aurait donc néanmoins été déposée. Selon le Progrès, nous confirmons chaque après-midi, 100 à 150 personnes étaient accueillies dans ces lieux. Nous nous repartons vers notre invité de ce matin qui est Guilhem Soutou. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, Guilhem Soutou. Avec plaisir. Sachant, on rappelle à ceux qui prennent notre marche que maintenant que vous êtes le responsable des programmes alimentation durable de l'association Daniel et Nina Carasso, c'est bien cela? Alors, c'est la fondation Daniel et Nina Carasso. Autant pour moi, fondation Daniel et Nina Carasso, qui œuvre dans l'alimentation durable. C'est vrai que quand on entend alimentation durable, on a beaucoup de pensées qui viennent à l'esprit. Depuis l'émission, vous essayez de nous expliquer concrètement en quoi cela consiste. Vous nous confirmez part donc aux états généraux de l'alimentation qui ont débuté donc la semaine qui s'achève. Et la question qu'on vous pose, c'est de savoir, avez-vous les moyens efficaces pour vous faire entendre? Vous avez dit oui. Dites-nous, Guilhem Soutou. Oui, tout à fait. Alors, des moyens de se faire entendre, tout est relatif, puisque, par exemple, dans la première réunion inaugurale de jeudi dernier, il y avait 500 participants,
Et la Fondation, évidemment, est un acteur de l'alimentation durable parmi beaucoup d'autres en France qui sont tout à fait légitimes et qui ont beaucoup de choses à dire. Donc, on essaie de se faire entendre et notamment de montrer que beaucoup de choses sont possibles. Nous, c'est notre message. C'est notre message. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas, c'est que les objectifs de l'État soient revus à la baisse lors de ces états généraux parce qu'on estime que c'est trop difficile, etc. Un petit peu comme l'an dernier, lorsque la loi Brigitte Allain a été retoquée par le Sénat, parce qu'on estimait qu'avoir 20% de bio dans les cantines, c'était compliqué, que c'est infaisable. Et nous, à travers nos projets, on montre que non, pas du tout. C'est largement faisable, on peut même aller largement au-delà. On a énormément d'exemples, par exemple, si on parle des cantines. Et sur chaque thématique, on veut éviter que se reproduise un scénario type loi Alain. Et donc, mettre finalement les institutions publiques devant le fait avéré que oui, il est possible d'avoir des objectifs ambitieux et c'est même ce qu'on devrait avoir. Pour revenir à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que vous œuvrez dans toute la France et voire même au-delà. Il y a des grands défis aujourd'hui au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui est de l'agriculture et l'agroalimentaire. Et il est difficile de préserver les emplois dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir venir en aide aux agriculteurs? Alors nous, évidemment, notre mission n'est pas d'aider directement les agriculteurs. Hein. Le gouvernement s'acquitte de cette mission et c'est vraiment son travail. Nous, par contre, ce qu'on peut essayer et ce qu'on fait, notamment donc en région Rhône-Alpes, dans la Drôme, par exemple, c'est de soutenir des acteurs qui souhaitent s'organiser un petit peu différemment. Donc vous connaissez probablement la Bio-Vallée. La Bio-Vallée qui s'étale le long de la Drôme, qui rassemble à peu près 3 communautés de communes, une centaine de milliers d'habitants. Et donc qui fait la promotion à la fois de l'agriculture biologique, des circuits courts, en s'appuyant sur la restauration collective. Toutes les cantines sont en moyenne à 45% de bio aujourd'hui dans les cantines. Le territoire est en moyenne à 33% de bio à l'échelle globale, avec une implication forte des citoyens qui sont sensibilisés en permanence. Il y a beaucoup d'événements, les pouvoirs publics qui, avec notamment l'appui de la Fondation Carasso, mettent en place des petites unités de transformation. Alors ici, ça va être une boucherie semi-industrielle. Là, ça va être une petite plateforme de collecte et redistribution pour la restauration collective, etc., etc., pour finalement faire en sorte qu'il y ait tout un ensemble cohérent, un ensemble économique, avec toutes les chaînes d'acteurs nécessaires qui soient présents pour avoir une alimentation qui respecte un maximum l'eau, la biodiversité, pour avoir des circuits qui respectent les agriculteurs, qui les rémunèrent justement, et qui créent de l'emploi dans toutes les chaînes de transformation et de distribution, pour avoir des enfants qui à la cantine vont manger des produits sains, et pour avoir donc finalement tout un système alimentaire qui est bon pour tout le monde, y compris pour la planète. Et donc, ça c'est une première façon finalement d'aider on va dire l'ensemble des acteurs et dont les agriculteurs. Après, on a évidemment beaucoup d'autres projets. Alors, si on reste en Rhône-Alpes, par exemple, vous connaissez évidemment la tradition d'élevage de carpes dans les dombes. C'est un poisson qui est intéressant parce que c'est un poisson herbivore qui a un impact sur l'environnement qui est très faible comparé à d'autres poissons, qui est très bon à manger, qui est vraiment plutôt fin et qui on va dire qui participe à la biodiversité de cette zone des Dombes qui est très riche, notamment grâce à ces élevages et grâce à cette activité économique. Et la Fondation Carasso soutient l'association des pisciculteurs des Dombes pour mettre en place des méthodes de production encore plus agroécologiques, encore plus vertueuses qu'elles ne sont actuellement, pour en faire finalement une filière exemplaire en France d'élevage piscicole. Donc voilà, ça c'est encore une autre manière dont la Fondation peut aider des producteurs directement à côté de Lyon. Dites-nous, est-ce que vos partenaires jouent le jeu? Alors, effectivement, nos partenaires ce sont des organisations et des personnes qui sont toujours très motivées, très engagées pour l'amélioration des pratiques, qui travaillent. Alors, les motivations sont
peuvent être différentes. Hein. Il y en a qui travaillent vraiment pour le soutien des milieux agricoles, pour soutenir la petite paysannerie, pour soutenir le revenu de ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre et qui aujourd'hui, faut bien le dire, hein, sont quand même globalement en grande précarité. Il y en a d'autres qui vont travailler plutôt par souci de préservation de la biodiversité, etc. D'autres qui vont travailler plutôt par rapport aux enjeux de santé, mais globalement, nos partenaires, nous on était très surpris hein, à la Fondation Carasso lorsqu'elle a été créée, par d'une part le dynamisme en France. Quand je vous dis qu'on soutient 600 projets, on en a reçu plusieurs milliers, et on voit vraiment un dynamisme de la société civile et même des collectivités locales, etc. en France qui est phénoménal. Je pense que c'est difficile à percevoir de l'extérieur, mais il y a vraiment une ébullition hein, de la France sur ce sujet. Et on a été surpris également par l'efficacité de nos partenaires, par le niveau d'engagement, par la motivation, puis le professionnalisme. Voilà. Donc nous, on essaye de contribuer à maintenir cette dynamique, à maintenir cet élan et à contribuer à professionnaliser davantage encore tout ce milieu, à faire de la mise en raison entre les acteurs, parce qu'évidemment, on gagne toujours à travailler ensemble. Mais oui, c'est un milieu qui est très motivant. Très bien, merci beaucoup Guillaume Soutou pour votre contribution à répondre à nos questions. Je rappelle à ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment que vous êtes le responsable des programmes alimentation durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso. Ce matin, vous parlez donc de l'alimentation durable et vous nous disiez donc votre contribution, votre participation donc aux États généraux de l'alimentation qui ont débuté donc la semaine qui s'achève. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous retrouve, on espère vous retrouver très prochainement pour nous éclairer sur ces questions. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté un éclairage, une réponse de plus sur cette thématique que nous avons abordée ce matin. Rendez-vous est donc pris samedi prochain à la même heure. Bon week-end. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.